Emery, un jeune homme de Kinshasa, a passé sa vie dans les rues animées de sa ville, débrouillard mais peinant à joindre les deux bouts. À travers les réseaux sociaux, il tisse un lien profond avec Chloé, une héritière parisienne qui, malgré sa richesse et ses privilèges, se sent prisonnière de sa vie. Ils tombent amoureux en ligne et après des mois de conversations secrètes, Chloé l'invite à Paris. La nuit avant le départ d'Emery, sa mère le conduit dans la cour ancestrale sous une lune de sang. La lumière de la lune se reflète sur des calebasses anciennes et une baignoire de cuivre remplie d'une eau noire comme la nuit. Suivez jusqu'à la fin, vous serez étonnés de ce qui arrivera à Chloé et à sa famille. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires africaines. De la vapeur s'élève tandis que sa mère murmure des incantations transmises de génération en génération. « C'est le don de notre famille », dit-elle en mélangeant des herbes et des eaux sacrées. « Utilise-le avec sagesse, mon fils. Le pouvoir demande toujours un prix. » Quand Emery sort du bain rituel, sa peau brille d'un éclat surnaturel, un éclat qui capte les regards et envoûte les âmes. L'arrivée d'Emery à Paris est à la fois glamour et intimidante. Chloé vient le chercher à l'aéroport, impatiente de lui faire découvrir son univers. Elle le prévient toutefois que sa famille est conservatrice et le jugera probablement sévèrement. Mais Emery est confiant. Malgré ses modestes moyens financiers, il possède un esprit presque inébranlable. Chloé, souriante en l'embrassant sur la joue. « Bienvenue à Paris, Emery. Comment était le vol ?» Emery soupire longue, mais je suis tellement content d'être enfin ici. Il regarde autour, impressionné. Paris. C'est encore mieux que dans mes rêves. Chloé rit. Attends de voir le reste. Mais écoute, il faut que je te dise quelque chose avant qu'on arrive chez moi. Quoi? Tu as l'air sérieuse tout à coup. C'est juste que ma famille est un peu, comment dire, conservatrice. Ils n'ont pas vraiment l'habitude des nouvelles idées ou des gens qui viennent d'ailleurs. Emery sourit avec assurance. Je suis prête à tout. Ils peuvent me juger comme ils veulent. Ça ne me fera pas peur. Je sais qui je suis. Chloé, soulagée, mais inquiète. J'admire ton courage, mais je voulais te prévenir. Je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise. Emery pose sa main sur son épaule. Tant que je suis avec toi, je m'en fiche du reste. Chloé touchée, elle lui sourit tendrement. Bon, alors allons affronter ma famille ensemble. Dès son arrivée, les membres de la famille Dubois dévisagent Emery, murmurant entre eux. Derrière elle, Isabelle, sa mère imposante et autoritaire, ressent une agitation déroutante. Elle serre ses perles, son regard habituellement assuré fixé sur Emery. Depuis une fenêtre, Sophie, la sœur de Chloé, observe. « C'est donc lui ?» chuchote-t-elle, l'air dégoûté. Chloé tente de défendre Emery, mais son père et sa sœur Sophie la contredisent froidement, insinuant qu'il n'est pas à la hauteur de leur statut. La première nuit au manoir, Emery entend Isabelle et Sophie rire de son apparence et de son accent. Il souffre en silence, leur moquerie le touchant profondément. Cependant, il se rappelle les paroles de sa mère et le pouvoir secret qu'il possède. Il sait que cette force, bien que discrète, pourrait changer les regards. Madame Dubois, en le scrutant de haut en bas. « Alors, Emery, dites-moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Emery, sans se laisser démonter. « Je construis des choses. Pas avec l'argent, mais avec mes mains et mon esprit. » Monsieur Dubois, sourire moqueur. « Et vous pensez que cela suffit pour faire partie de cette famille ?» Chloé, indignée. « Papa! Emery est ici en tant qu'invité et en tant qu'homme que j'aime. Montre-lui un peu de respect. » Emery calme, regard perçant. « N'ayez crainte, monsieur, je n'ai pas besoin de votre approbation pour exister. » Madame Dubois haussant les sourcils. « Intéressant. Vous avez du caractère, mais vous découvrirez que ce n'est pas toujours suffisant à Paris. » Emery un léger sourire mystérieux. « Peut-être, mais j'apporte avec moi quelque chose que vous ne pouvez pas acheter. » Peu à peu, la présence d'Emery change l'atmosphère du manoir.
Ses yeux sombres captivent Isabelle plus qu'elle ne veut l'admettre, et le mépris de Sophie se transforme en curiosité. Les critiques initiales s'effacent au profit d'un intérêt qui devient obsessionnel, chacune des femmes se sentant irrémédiablement attirée par cet homme qu'elles avaient autrefois méprisé. Les jours passent et une tension inexplicable s'accumule dans le manoir. Les cousines de Chloé, ses sœurs et même sa mère commencent à convoiter l'attention d'Emery. Isabelle annule ses engagements mondains pour rester dans les jardins, là où Emery prend ses promenades matinales. Sophie invente des excuses pour le retrouver à la bibliothèque, l'observant en secret alors qu'il feuillette des livres, ses doigts effleurant les couvertures de cuir. Chloé, absorbée par son art, peint des portraits sombres et intenses, chaque toile capturant un sourire énigmatique d'Emery. Bientôt, des rumeurs circulent parmi le personnel sur les changements au sein de la famille. Le domaine, autrefois calme, devient un carrefour de visiteurs inattendus, des amis des Dubois qui, intrigués, viennent constater le phénomène. Chacune semble tomber sous le charme, trouvant 1000 raisons de revenir. Isabelle, la matriarche, combat son attirance grandissante pour Emery. Sa présence dominante s'affaiblit, tandis que son désir s'intensifie, défiant sa volonté. Incapable de supporter le regard interrogateur de son mari, elle commence à imaginer une nouvelle existence avec Emery. En secret, elle élabore des plans pour se débarrasser de son époux, sabotant discrètement ses repas, faillant le faire trébucher dans les escaliers, chaque acte de plus en plus risqué et absurde. À mesure que la tension atteint son paroxysme, les sœurs, cousines et amies de la famille Dubois se retrouvent consumées par une attraction surréaliste pour Emery. Les rivalités émergent, chaque femme déterminée à gagner son affection à sa manière. Chloé, désemparée, voit sa famille se désintégrer, sa vie autrefois lumineuse désormais assombrie par la jalousie et le désespoir. Le mari d'Isabelle, un banquier de renom, remarqua la transformation de son épouse. Ses yeux lointains, son attitude distraite, la manière dont elle arpentait les couloirs la nuit. Il prit rendez-vous avec un thérapeute familial, mais Isabelle refusa d'y aller. Un soir, lors d'un dîner, la tension atteignit son paroxysme. Alors qu'Emery parlait des traditions congolaises, chaque femme dans la pièce se penchait en avant, captivée. Des verres de vin basculèrent, déversant des filets rouges sur la nappe blanche comme des ruisseaux de sang. Le mari d'Isabelle observait avec une horreur grandissante sa femme regarder leur invité avec un désir non dissimulé. Sur son balcon, Emery voit les femmes déambuler dans le jardin comme des somnambules, leurs ombres se tordant au clair de lune. Un message de sa mère s'affiche sur son téléphone. « Les eaux me montrent des ténèbres à Paris. Souviens-toi, mon fils, le pouvoir a un prix. Et certains prix sont trop élevés. La lumière sous sa peau s'intensifie, plus affamée désormais, et il réalise que le sort qu'il a involontairement jeté sur la famille Dubois exige peut-être un trop grand prix. Pour la première fois depuis son bain rituel, il ressent le poids de son don, craignant non seulement pour elle, mais pour lui-même. Dans un dernier affrontement désespéré, les femmes de la famille Dubois se rassemblent autour de lui, prêtes à tout pour obtenir son amour. Il se retrouve à un carrefour, fuir et se libérer du chaos qu'il a provoqué, ou rester, acceptant la dévotion de la famille et le poids de son pouvoir. Tandis que Paris murmure des histoires sur le manoir Dubois, une légende de séduction et de sombres enchantements se répand dans la ville. Et l'ambiance dans le manoir devint de plus en plus tendue. Chloé surprenait souvent sa mère, par hasard, en pleine conversation avec Emery dans le jardin, discutant de l'art africain pendant des heures. Sophie, de son côté, s'était mise à travailler uniquement dans la bibliothèque, depuis qu'Emery avait mentionné son amour pour la lecture, délaissant complètement son bureau. Chloé remarqua que les jupes de sa sœur se faisaient plus courtes et que les décolletés de sa mère devenaient plus plongeants. Elle voyait bien que leur attention pour Emery s'intensifiait. Comme des papillons attirés par la lumière, ses propres sentiments grandissaient aussi, mais avec une pointe d'inquiétude. La rivalité s'exprimait de façon subtile. Isabelle insistait pour montrer personnellement à Emery sa collection d'art, posant sa main sur son bras.
Sophie interrompait leur discussion pour poser des questions pressantes sur le droit environnemental, l'air faussement intéressé. Chloé se rendait compte que sa belle romance parisienne prenait des airs de comédie de famille. Tout bascula un après-midi pluvieux. En cherchant Emery, Chloé le trouva dans la bibliothèque avec Sophie, assise bien trop près de lui alors qu'il parlait d'un livre. Avant qu'elle n'ait pu intervenir, elle entendit les talons de sa mère dans le couloir. Cachée derrière une étagère, elle observa Isabelle entrer avec une bouteille rare de vin congolais qu'elle avait fait venir spécialement. Sophie refusa de bouger d'1 millimètre, tandis qu'Isabelle insista pour servir le vin elle-même, se glissant presque entre eux. Les sourires forcés et les compliments venimeux fusaient de part et d'autre. Finalement, Emery se leva, son sourire habituel marqué d'une lueur différente, de l'amusement, de la compréhension. Isabelle, en particulier, est troublée par son attraction naissante pour Emery. Elle commence à passer de plus en plus de temps dans le jardin où il médite, prétextant des tâches inutiles pour l'observer. Son obsession devient si intense qu'elle commence à ignorer son mari, refusant même de dormir à ses côtés. Sophie, la sœur de Chloé, abandonne ses engagements pour passer ses journées au manoir. Les cousines, alertées par les discussions incessantes autour d'Emery, viennent régulièrement rendre visite. Chacune ressent une inexplicable attraction envers lui. Ce charme irrésistible, bien que mystérieux, les entraîne toutes dans un tourbillon de convoitise qui les consume. Une nuit, Isabelle, prise d'une jalousie inouïe, se dispute violemment avec son mari, allant jusqu'à évoquer un divorce pour enfin se libérer. Elle commence même à envisager de se débarrasser physiquement de lui, son esprit enfiévré par l'idée d'avoir Emery pour elle seule. Elle tente de convaincre Chloé de l'envoyer ailleurs, de le chasser. Mais Chloé résiste, affirmant que son amour pour Emery est sincère et inébranlable. La maison se transforme peu à peu en un champ de bataille émotionnel. Les disputes éclatent, chaque femme revendiquant son droit d'être proche d'Emery, chacune nourrissant des plans secrets pour l'attirer. Emery est pris au piège de ce drame grandissant. Sa force intérieure, bien qu'ancrée dans la sagesse ancestrale de Kinshasa, commence à se fissurer sous la pression des regards avides qui l'entourent. Son don, qui le rend irrésistible, devient à présent une malédiction qui pourrait entraîner la ruine de cette famille. Un soir, alors que les tensions atteignent un niveau insoutenable, Emery se retrouve seul avec Isabelle, qui, dans un élan de folie passionnée, avoue qu'elle serait prête à tout pour être avec lui, même à commettre l'irréparable. Effrayé, Emery comprend que le pouvoir que lui a conféré sa mère dépasse ses propres limites et il décide de quitter le manoir pour préserver son intégrité et sauver la famille d'une folie dévorante. Chloé, épuisée par les manigances de sa mère Isabelle et les regards jaloux de sa sœur et de ses cousines, prend enfin la parole. « Emery, je ne peux plus rester ici. Cette maison, elle est devenue un piège, un lieu de folie. Allons-nous-en, partons loin de tout cela. » Emery acquiesce. Il sait que le pouvoir hérité de sa famille, qui lui confère un magnétisme inégalé, est aussi la cause de cette tourmente. Ensemble, ils décident de quitter Paris, de fuir la pression et les désirs inavouables des membres de la famille Dubois. Le lendemain matin, avant que le reste de la famille ne se réveille, Chloé et Emery préparent en silence leurs affaires. Ils écrivent une lettre d'adieu pour expliquer leur départ et fuient, laissant derrière eux le manoir et ses secrets sombres. Isabelle, se réveillant plus tard dans la matinée, découvre la lettre. Elle est prise de colère et de désespoir, mais au fond, elle comprend qu'ils ont fait le bon choix. Sa propre obsession l'a consumée et elle ne peut plus nier la noirceur qui s'est installée dans son cœur. Emery et Chloé s'installent dans une petite ville de province, loin des lumières de Paris et de l'ombre du manoir Dubois. Dans ce nouvel endroit, Emery retrouve enfin la paix intérieure et peut utiliser son pouvoir de manière bienveillante. Leur amour, débarrassé des contraintes familiales, grandit et s'épanouit. Des années plus tard, la rumeur de l'homme mystérieux qui avait envoûté les Dubois continue de circuler à Paris.
Certains disent que le manoir est hanté par l'esprit de celui qui aurait dû être leur gendre et qu'il est impossible d'oublier cet étrange visiteur qui avait tout changé. Isabelle, maintenant seule, contemple chaque soir la porte d'entrée, espérant revoir un jour celui qui a éveillé en elle des sentiments interdits. Cette fusion apporte une touche de réalisme magique, de comédie noire et de chaos séducteur. Emery devient une figure spectrale dont l'impact persiste bien après son départ, laissant un souvenir hanté au sein de la famille Dubois et faisant de Paris la scène de son influence étrange et envoûtante.